Bonjour à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle fiction audio spécialement dédiée aux fêtes de fin d'année. Avant que celle-ci ne commence, je vous propose de vous installer confortablement avec un chocolat chaud et de disposer un casque audio ou des écouteurs sur vos oreilles afin de vous procurer une meilleure écoute. Sans plus tarder, partons ensemble à la découverte de la naissance du démon. Au petit matin du 24 décembre 1978, à Le Mesnil, discret village des Vosges, la famille Pierron dressait leur réveillon de Noël dans la petite maison de campagne qu'ils avaient achetée quelques années auparavant pour une bouchée de pain. Tandis que le mari, Jonathan, préparait les cadeaux en les recouvrant de papier, la femme, Karine, s'occupait de disposer les dernières bougies sur la table qu'elle avait érigée pour les fêtes. À l'étage était en cours une toute autre procession. Maxime et Timéo, les deux jeunes jumeaux du couple, faisaient une partie de cache-cache. Leur père leur avait dit quelques minutes auparavant d'aller jouer dans leur chambre, une petite astuce pour pouvoir emballer les présents de Noël sans que les deux garnements ne s'en aperçoivent. Alors qu'il était en train de se dissimuler sous son lit, Maxime entendit un bruit venant de la salle de bain. Il sortit donc de sa cachette et se rendit dans la pièce. Le son d'un léger vacarme retentit une nouvelle fois et provenait d'un tiroir où étaient d'ordinaire rangés les produits de douche. Le petit garçon ouvrit le meuble, et devant lui se trouvait une créature à la teinte orangée, d'à peine une dizaine de centimètres et étonnamment mignonne. Maxime la prit dans ses bras et commença à chatouiller l'abdomen de la bête, recouvert d'un léger duvet. Le nouvel ami du petit garçon n'était en rien semblable à une espèce animale connue. Son tronc, ainsi que ses pattes antérieures et postérieures, étaient semblables à ceux d'un ouistiti, mais quasiment sans pilosité. Il avait une petite queue atrophiée au bout de sa colonne vertébrale qui, au passage, était, avec ses omoplates, légèrement apparente. Sa tête, quant à elle, était similaire à celle d'un gecko, à la différence près qu'elle n'était non pas recouverte par des écailles, mais par une peau quelque peu duvetée. Sur les côtés de celle-ci se dressaient deux oreilles pointues dont le pavillon auriculaire ressortait, et comme si l'équation n'était pas assez compliquée, deux petites bosses, probablement des prémices de cornes, ornaient le front de la créature. Soudain, le frère de Maxime débarqua. Trouvé! Déclara-t-il, Oh, tu m'as fait peur, espèce de naze! lança le jeune homme. T'as quoi dans tes mains? Interrogea Timéo. Regarde, j'ai trouvé un petit bonhomme. Je peux le toucher? Demanda le garçon. Non, c'est moi qui l'ai trouvé, alors il est à moi. Rétorqua sèchement Maxime. T'es méchant! Soudain, la petite créature se mit à vomir du sang dont l'odeur était pestilentielle. L'hémoglobine jaillit au visage de Maxime qui commença à hurler de terreur, le garçon ingérant par mégarde quelques gouttes du liquide vital de la bête. Timéo, se rendant compte de la situation, ne tarda pas, lui aussi, à crier de peur. Les vociférations des enfants alertèrent le couple se trouvant à l'étage du dessous. Jonathan courut dans les escaliers pour se rendre dans la pièce d'où provenaient les hurlements. Au moment même où le père passa le pas de la porte, le petit monstre disparut comme dans une déchirure de l'espace. On aurait dit que le tissu qui composait la réalité s'était fragmenté. La gerbe de sang cessa, tandis que les deux enfants continuaient leur braillement, qui s'accompagnait de pleurs. Jonathan vint auprès de Timéo et demanda « Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Maxime! Il a trouvé une petite bête et elle s'est mise à lui vomir dessus! déclara le bambin tout en séchant ses larmes. Le père ne chercha pas à comprendre. Il saisit son fils, encore tremblant, avant de lui nettoyer le visage avec un gant de toilette. Cependant, il persistait une tache autour de l'œil du jeune garçon, que son paternel ne parvenait pas à effacer, malgré toute la quantité d'eau et de savon utilisée. La journée passa. Il était 17h30 et la famille avait fini par préparer leur réveillon de Noël. L'événement troublant de la matinée, bien qu'ayant effrayé les jeunes enfants sur le moment, n'avait pas tant que ça marqué les deux garnements. En revanche, Jonathan, lui, commençait à se questionner quant à la nature du phénomène. Alors que Karine était à l'étage en train de chahuter avec Maxime et Timéo, elle se souvint qu'elle avait mis une dinde au four.
Elle dévala les escaliers en courant et se précipita dans la cuisine pour que son plat ne soit pas trop cuit. Mais à l'instant où elle allait rentrer dans la pièce, elle aperçut comme une déchirure de l'espace, en plein milieu de la salle. Elle était bouche bée. Soudain, de la faille, sortit une patte aux allures animales. Une deuxième fit son apparition, puis c'est le corps tout entier d'une créature immonde qui apparut. Le monstre qui se trouvait devant Karine était atroce. De taille humaine, il se tenait debout sur ses deux pattes postérieures, mais son dos était tout de même courbé. Son corps ressemblait à celui d'un chimpanzé dont la peau était rougeâtre. Sa tête était semblable à celle d'un crocodile dont les écailles avaient été remplacées par un derme écarlate, et une queue traînant au sol ornait sa colonne vertébrale, désormais apparente. Ses omoplates, quant à elles, étaient disposées d'une manière étrange. On aurait dit des ailes qui n'étaient pas encore formées. Il possédait aussi 2 grosses oreilles pointues, mais surtout 2 cornes d'une dizaine de centimètres chacune. La bête poussa un énorme cri, et soudain, le petit Maxime, qui se trouvait à l'étage, se mit à hurler de douleur. La tache qu'il avait autour de son œil commença à grandir, et sa chair se mit à frémir. Bientôt, la marque rouge recouvrit quasiment la moitié du faciès du garçon. La créature cessa de crier. La peau redevint normale, et la tache s'arrêta de grossir. Mais la bête se mit à fixer Karine droit dans les yeux. La femme lâcha une vocifération, mais elle était comme paralysée sous l'effet de la peur. Le monstre pencha la tête vers la droite, laissant couler un liquide rougeâtre de sa gueule. Puis, comme un coup de fouet, aussi vite qu'un éclair frappant le sol, le démon fit jaillir une immense et fine langue de sa bouche, avec laquelle il transperça le ventre de la maîtresse de maison, qui s'effondra au sol dans une mare de sang. La créature disparut aussitôt. Jonathan, qui avait assisté impuissant à la scène, fonça sur le corps de sa femme. Le lendemain, jour de Noël, l'humeur n'était pas à la fête. Le mari avait amené la veille sa compagne et son fils à l'hôpital, après ces événements tragiques. Le coup de la créature n'avait touché aucun organe vital de l'abdomen, mais avait malheureusement sectionné la moelle épinière de Karine. La mère de famille était désormais paraplégique. Quant au jeune Maxime, les médecins n'avaient rien trouvé d'anormal en lui et ne savaient encore moins expliquer la nature du phénomène qui s'était produit sur le garçon. Jonathan en avait bien sûr parlé à la police du village, mais bien évidemment, les forces de l'ordre ne le prirent pas au sérieux, mis à part un seul brigadier. Il était 23h15. Une ambiance pesante régnait dans la maison de la famille Pierron. Il ne restait dans ces lieux plus que le père et le deuxième fils. Les 2 parents n'avaient pas encore annoncé à leurs enfants que leur mère ne pourrait plus jamais marcher, ni sentir la fraîcheur de l'herbe sous ses pieds. Tandis que le chef de famille était à table en train de penser à sa femme, le petit Timéo, insouciant, regardait Maya l'abeille à la télé. Il profitait de son Noël. Soudain, il y eut une coupure de courant. Plus de télévision, plus de lumière. Une tempête de neige venait de faire rage à l'extérieur, chose plutôt habituelle en cette saison à Le Ménil. Et tout à coup, des bruits de pas se firent entendre sur le toit de la maison. Puis, comme si la chose à l'origine de ces bruits se déplaçait, les pas continuèrent autour de la maison. Un silence pesant venait de s'installer. La marche avait cédé sa place au son de la tempête. Soudain, le mur du salon s'effondra. Devant le père et son fils se dressait une bête immonde, la même bête qui avait attaqué Karine le jour précédent, cependant différente à quelques détails près. Il était tout d'abord beaucoup plus grand, dans les 4 mètres. Ses cornes, elles aussi, avaient doublé de volume. Il avait, derrière son dos, 2 immenses ailes semblables à celles d'une chauve-souris, mais en beaucoup plus grand. Le plus effrayant était probablement que sa tête avait laissé place à un crâne sans chair dont les globes oculaires avaient été remplacés par le vide de 2 trous béants. Étant dans le salon, près de la cheminée, Jonathan eut une idée. Il se saisit de son tisonnier ayant un bout pointu.
Sa femme avait failli perdre la vie, son fils avait été blessé. Pas question que la créature ne s'en prenne à quelqu'un d'autre de sa famille. Alors que le démon s'approchait dangereusement du petit Timéo et de Jonathan, la créature se mit à parler. Il n'y a rien de personnel, mais mes maîtres m'ont donné l'autorisation de me répandre sur vous. L'homme profita du moment d'inattention de la bête pour planter le tisonnier dans la clavicule du colosse. Il le ressortit, puis c'est dans la gorge qu'atterrit cette fois-ci la fourche. Le monstre poussa un meuglement de douleur et disparut. Le père réconforta le bambin qui était en larmes, après quoi il appela la police. Si la magie de Noël régnait en ces lieux, alors c'était une magie obscure et dangereuse. La police arriva environ une demi-heure plus tard, accompagnée des pompiers. Constatant les dégâts matériels, les forces de l'ordre prirent tout de suite plus au sérieux Jonathan. Un brigadier, le brigadier Mezzogiorno, s'avança vers le père de famille et déclara « Alors, monsieur Pierron, nous allons prendre en compte avec plus de vigueur votre cas. Par contre, je vous le dis tout de suite, l'affaire ne sera pas élucidée pour maintenant, on a d'autres chats à fouetter. En revanche, je peux peut-être vous donner le contact d'une connaissance qui sera peut-être plus compétente que nous pour ce genre de choses. Quand l'accueil décrochera, demandez que le chef de la section L49 intervienne. » L'homme prit un stylo et un post-it dans sa poche et y inscrivit le numéro de téléphone du fameux chef de la section L49. Jonathan demanda également pourquoi son cas n'allait pas être traité en priorité. La réponse du policier lui glaça le sang. Les voisins de la famille Ducard, famille séculaire du village, avaient alerté la police en raison d'une forte odeur provenant du voisinage. Lorsque les forces de l'ordre pénétrèrent les lieux, ils trouvèrent les 2 corps du couple de parents, démembrés. Quant à leur fils, Jean, il avait été récupéré couvert de sang, en possession d'une machette. Une fois la police partie, Jonathan, toujours chez lui, composa le numéro. Un son retentit avant qu'une voix ne se fasse entendre. « Bonjour, vous allez être redirigé vers une ligne téléphonique privée. Veuillez patienter. AESEM, j'écoute. Bonsoir. J'écoute. » Le père de famille regarda le post-it. Serait-il possible que le chef de la section L49 intervienne chez moi? J'habite au 11 avenue Vieux Moulin, à Le Ménil. Et quelle est la nature du problème? Questionna l'interlocuteur. Eh bien, une créature a failli abattre ma femme et a blessé mon fils. Je ne sais pas du tout ce que c'était et un agent de police m'a conseillé de vous appeler. L'homme au téléphone interrompit Jonathan, qui semblait de plus en plus inquiet. Très bien, j'informerai le chef de la section L49 de votre appel. Bonne continuation. Le téléphone se coupa et un silence pesant parcourut la pièce. Silence qui se mêlait au son du vent hivernal. Le soir du 31 décembre, à 20h15, Jonathan, Timéo et Maxime étaient à l'hôpital, tenant compagnie à Karine pour fêter le nouvel an. Le père déposa les enfants dans la chambre de la mère et alla demander à un membre du personnel médical si le champagne était autorisé. L'infirmière acquiesça gentiment et l'homme s'empressa donc d'aller à sa voiture. En à peine 5 minutes, il rentra chez lui. Une fois de retour dans sa maison, il se précipita dans sa cave pour aller chercher une bouteille de champagne qu'il déposa sur la table de sa cuisine après être remonté. Mais au moment même où le père de famille allait réenfiler son manteau pour partir à l'hôpital, quelqu'un se mit à toquer à la porte. Jonathan l'ouvrit, et devant lui se dressait un homme. Il avait la vingtaine, les cheveux bouclés, les yeux bruns, portait un pantalon gris assorti à la couleur de sa veste, un veston noir, une chemise blanche et une cravate noire à rayures beige. Il transportait avec lui une petite mallette grise et blanche. Son visage était orné d'un collier de barbe et de lunettes rectangulaires. Soudain, l'homme se mit à parler à Jonathan. « Bonsoir, Arthur Marciolini, chef de la section L49. » déclara-t-il en sortant une petite carte de sa poche. L'homme donna cette carte au père de famille. Sur celle-ci étaient inscrites les compétences d'Arthur. Expert en paranormal et en sciences occultes, diplômé de plusieurs dizaines de doctorats dans des domaines tels que l'astrophysique, la mécanique quantique ou la métaphysique. Au dos de cette carte se trouvait un étrange symbole, mais surtout une inscription comportant les lettres
AUSEM, initiale de l'Agence de l'Union pour la sécurisation des événements métaphysiques. Le professeur Marciolini demanda au chef de famille s'il pouvait entrer, ce qui se suivit par une réponse positive. L'expert en paranormal remarqua que le mur du salon était visiblement neuf, puisque ne se trouvait là qu'une surface de plâtre, sans aucune couche de peinture, à la démarcation visible. Les deux hommes s'asseyèrent et commencèrent à discuter des événements s'étant déroulés le 24 et le 25 décembre. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la section L49 de l'AUSEM, section sous les ordres de M. Marciolini, ainsi que des agents de la division 49, fouillait la maison du couple Ducard, dont le fils avait été confié au tribunal des mineurs. Le lieutenant Brémond, numéro 063 de la section, s'apprêtait à entrer dans la cave de la demeure après avoir effectué la fouille complète du lieu. Il s'attendait à une cave banale, venant terminer les longs escaliers en colimaçon qu'il était nécessaire d'emprunter pour descendre. Mais telle ne fut pas sa stupeur, lorsqu'il découvrit la pièce tapissée d'étendards, affichant un symbole ésotérique étrange. Dans cette salle étaient entreposées des dizaines de machines aux loupiottes s'illuminant de toutes les couleurs. Au milieu de la cave se trouvait une sorte de pupitre en métal, et au-dessus de celui-ci trônait, pendu au plafond, un ignoble bubon rougeâtre duquel sortait légèrement un objet en forme d'étoile. Sur le pupitre se trouvait un livre, visiblement ancien, ouvert à une double page. Sur celle-ci se trouvaient toutes sortes d'annotations, de symboles runiques et alchimiques, mais surtout le dessin de 3 créatures, les exactes créatures qui avaient sévi chez la famille Pierron. D'ailleurs, dans la maison de Jonathan, le talkie-walkie d'Arthur Marciolini commença à grésiller. Soudain, la voix du lieutenant se fit entendre. « Monsieur, on a trouvé quelque chose chez les Ducard. » Arthur se saisit de son talkie-walkie et répondit au lieutenant. « De quoi s'agit-il, Brémond ?»« Il y a une cave gigantesque, où sont des dizaines de machines, et sur le mur, il y a des bannières, avec des sortes de pentacles surmontés d'un œil. Vous pensez qu'il s'agit de... » Arthur interrompit Brémond. « L'œil du chaos, sans aucun doute. » Le lieutenant reprit. « Il y a aussi une étoile d'invocation, ainsi qu'un manuscrit. » « Laissez-moi deviner. Son titre est Carminibusque Creaturae ?» ?»« Attendez une seconde. Oui, c'est exact. » »« Un grimoire d'invocation très commun, ponctua Arthur. »« Ah oui, au plafond, il y a une espèce d'amas de chair rattaché à une étoile d'invocation. » »« Il fallait peut-être commencer par cela. J'ai compris, c'est un inoculum, pardi. »« Vous savez de quoi il s'agit, monsieur ?» interrogea Brémond. « Oui. En réalité, le processus d'invocation de l'inoculum fait jaillir une sorte de matrice de gestation par l'étoile d'invocation. Ce n'est qu'une fois nourri avec de la chair humaine que le bubon donne naissance à la créature. » Jonathan prit soudain la parole. « La créature ? Non, ils étaient 3. » « Je vous assure que ce n'en était qu'une. Plus on donne de chair avant la naissance de la bête, plus elle vivra longtemps, mais elle aura une vie très éphémère si on nourrit peu le bubon de gestation. Ce qui explique pourquoi vous l'avez vu à 3 stades de vieillissement différents. Cette créature reste extrêmement dangereuse. Elle est intelligente, forte, peut se téléporter à sa guise dans sa dimension d'origine et surtout peut en quelque sorte se reproduire en déversant son germe de procréation sur ses victimes. » Le visage de Jonathan se figea. « Vous en avez reçu ?» questionna Arthur. Mon fils en a eu sur le visage. « Seigneur, j'en suis désolé, monsieur Pierron. » « Quoi ? Pourquoi ? Mon fils est en danger ?» demanda le père de famille, en panique. Votre fils risque de voir se développer sur son visage une sorte d'amas de chair qui donnerait régulièrement naissance à de jeunes inoculums à mesure que son corps soit dévoré par le bubon. « Pardon, mais il doit bien y avoir une solution. » s'écria Jonathan, le cœur battant la chamade. « Oui, il y en a une, mais ça vous serait coûteux. » « Dites toujours. » Une injection quotidienne de molécules de mifégine va empêcher l'apparition d'une matrice de gestation. Et il faudrait le faire pendant combien de temps ? Je suppose que votre fils a une tache sur le visage ? Oui. Eh bien, vous devrez lui administrer les injections jusqu'à ce que la tache disparaisse entièrement. Jonathan regarda le professeur Marciolini avec un air dépité avant que l'homme en costume ne reprenne. C'est la meilleure chose à faire. Même euthanasier votre enfant ne servirait à rien puisque le bubon continuerait à se nourrir de la chair de son cadavre.
Jonathan regarda le professeur, qui était d'un calme déstabilisant face à ses paroles et à la situation. Dans le talkie-walkie du chef de la section L49, la voix du lieutenant Brémond se fit entendre. Monsieur, en dessous du grimoire, il y a un papier. C'est le plan d'une maison, vu par le dessus, avec une croix au niveau du jardin. Attendez, il y a une adresse. 11 avenue du Vieux Moulin. En entendant ces mots, Jonathan cria. « Mais bordel, c'est chez moi !» Arthur fit un geste de la main pour calmer le père de famille et dit « Brémond, vous venez à l'adresse indiquée avec la carte. Le reste de la division prend l'étoile d'invocation et le livre et s'occupe de brûler le bubon. » « Oui, monsieur. » acquiesça le lieutenant. Quelques minutes passèrent et Brémond arriva sur les lieux, accueilli par Jonathan et Arthur. Tandis que le père de famille allait chercher une pelle, le chef de la section L49 arpentait le jardin afin de trouver le point indiqué sur le plan de la maison. L'homme en costume finit par le trouver, se saisit de l'outil de jardinage qu'on venait de lui apporter et commença à creuser un trou. Celui-ci se faisait de plus en plus grand, quand soudain la pelle buta sur quelque chose. Arthur dégagea la terre qui entourait l'objet et sortit un cube métallique aux teintes cuivrées ou dorées. Des stries et des gravures venaient en quelque sorte découper l'artefact en plusieurs parties, qui sur chacune de ses faces possédait une serrure, et sur le côté de la boîte étaient inscrits les initiales LK. Le faciès d'Arthur afficha un air sinistre lorsqu'il déterra l'objet. Jonathan s'écria. « Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais enterré ça chez moi. » Monsieur, c'est bien le coffre ? Interrogea le lieutenant, comme s'il savait de quoi il en retournait. Oui, Brémond, c'est bien le coffre de Pandore. Mais je sais pas ce que ça fout là. Déclara Jonathan pris de stupeur. D'ordinaire, monsieur Piron, j'aurais poussé les investigations. Mais je sais que le coffre de Pandore, son grimoire ainsi que les clés permettant de l'ouvrir, ont été cachés aux quatre coins du monde il y a plus d'un demi-siècle. Nous avons d'ailleurs retrouvé le livre décrivant son utilisation il y a quelques années. Et nous l'avons détruit, interrompit Brémond. Oui, les inventions conçues par LK doivent impérativement être récupérées et détruites, reprit Arthur. Tout ça pour une petite boîte. S'enquit le maître des lieux. Cette petite boîte, comme vous dites, est probablement l'artefact d'invocation le plus puissant qui n'ait jamais existé. À lui seul, le coffre met en danger la stabilité de l'univers. Si un objet comme celui-ci venait à être ouvert ou reproduit, il ferait s'abattre les foudres de l'enfer sur notre monde. Les révélations du chef de la section L49 glacèrent le sang de Jonathan. Il reprit. « Ce n'est peut-être pas le cadeau de Noël que vous espériez, mais la logique est toute tracée. De par leur visible appartenance à la société de l'œil du chaos, la famille Ducard a cherché à mettre la main sur ce coffre et a donc essayé de vous éliminer, vous, votre femme et vos enfants. Et dans leur fanatisme fou, ils ont eux-mêmes demandé à leur fils de les donner comme sacrifice pour la matrice de l'Inoculum. Mais pourtant les Ducard ont toujours été un couple fort sympathique. Je ne comprends pas. Déclara Jonathan d'un air déstabilisé. Vous apprendrez, monsieur Piron, que les apparences sont parfois trompeuses, répondit Arthur en tapotant l'épaule du père de famille. Il reprit. Bon, on embarque ça, Brémond, et on rentre. Monsieur Piron, je vous souhaite une bonne année. Les deux membres de l'AUSEM repartirent dans leur jeep militaire, laissant autant, voire plus de questions en suspens qu'à leur arrivée. Jonathan, quant à lui, boucha le trou de son jardin et repartit voir sa famille pour fêter la nouvelle année, inquiet pour sa femme, mais surtout pour son fils. Il était minuit pile, et le clocher du petit village de Le Ménil venait d'annoncer la nouvelle année.